Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une notion très intéressante, qui est celle de l'intelligence. Alors le terme intelligence vient du latin interligere, c'est vrai, ça veut dire lire entre. Un peu, ça fait penser à l'expression comme lire entre les lignes, faire des liens entre les choses, donner du sens. Ça nous fait penser aussi à une capacité à comprendre, mais aussi d'un autre côté une aptitude à abstraire, c'est-à-dire voir ce qui est commun derrière la diversité. Une aptitude à bien théoriser au final. Alors on peut se questionner sur l'intelligence d'une espèce, comme celle d'un individu, mais au fond, on observe qu'avec le temps, cette notion d'intelligence a gagné en extension et s'est en quelque sorte échappée du seul territoire humain. Toutefois, une telle extension pose aussi problème. Si par intelligence on entend le fait de s'adapter à l'environnement, alors c'est l'ensemble du vivant qui est incontestablement intelligent. Le concept devient alors inopérant. Et aucune distinction ne pourra alors être faite entre un comportement réflexe et un comportement véritable et intelligent à ce titre. Si au contraire, j'associe l'intelligence à l'intention, à la conscience réflexive en philosophie, le retour sur soi, alors on tombe dans l'anthropocentrisme où l'humain se réserve le titre honorifique d'être intelligent. Mais pire encore, on s'interdit de penser les fondations naturalistes, c'est-à-dire biologiques, de cette si digne et divine intelligence. Or, l'intelligence n'est pas un état figé, un simple donné tombé du ciel dans sa perfection, mais, je le crois, le résultat d'une trajectoire évolutionnaire construite sur des briques cognitives, successives et combinées. Maintenant, on peut observer ce petit schéma pour montrer un petit peu les critères arbitraires de l'intelligence, ou disons une forme de relativité dans le choix des critères. On peut observer un peu ce schéma, mais si on appréhende l'intelligence dans une perspective centrée adaptation durable, alors les bactéries, ou peut-être même les virus, sont les virtuoses du domaine. Si on préfère une perspective centrée résolution de problèmes nouveaux, alors pieuvres, corbeaux, singes et humains en seront les virtuoses. Si on juge que c'est la puissance de mémoire qui est la fonction principale de l'intelligence, eh bien éléphants, dauphins monteront clairement dans les hiérarchies. Et vous comprendrez bien que d'autres critères sont légitimes, comme la capacité de communiquer de manière riche, la conscience de soi, la transmission d'informations grâce à une culture, la capacité aussi à transformer, moduler son environnement. Et là, on pensera aux castors, aux fourmis, etc. C'est intéressant comme critère aussi. La capacité à traiter rapidement un grand nombre d'informations. Et là, l'informatique, évidemment, l'emporte. Et la capacité à se projeter dans le futur, la coopération sociale. Bref, on s'y perd un peu rapidement et un sentiment de désorientation nous saisit. C'est toujours pareil. Mais quel est le bon critère? Quel est le critère légitime pour hiérarchiser, en quelque sorte, les intelligences? Donc ce n'est pas évident. Et le sujet de l'intelligence est assez difficile, en fait. Bien. En gros, la thèse que je défendrai dans cette petite vidéo pour l'heure, eh bien, c'est que l'intelligence n'est pas l'apanage de l'humain, c'est pas un monopole humain, mais un ensemble de comportements adaptatifs, d'apprentissage efficace, à ça qu'on reconnaît l'intelligence, qui serait largement distribué dans la nature et les systèmes artificiels. Mon sentiment est que l'intelligence n'est pas une fonction isolée, mais le résultat, l'émergence d'une capacité supérieure, d'ampleur variable, et qui est le fruit de l'interaction et de la synergie entre plusieurs mécanismes fondamentaux ou compétences fondamentales, si vous voulez. C'est pourquoi j'hésite un peu entre la métaphore de l'intelligence comme arbre, comme symphonie, ou comme ville en perpétuelle reconstruction avec la singularité de son histoire. Mais en tout cas, je pense beaucoup à l'idée de... Voilà, il y a comme des modules, comme des briques de l'intelligence, dont les effets combinés ressortent, et font un type particulier d'intelligence. Mais, à cette diversité des chemins de l'intelligence, il me semble encore possible de penser son unité. Premièrement, dans sa fonction, qui consisterait, grosso modo, à prendre le relais de comportements automatisés, inadaptés, permettant une plus profonde, une
une variabilité comportementale, en fait, ça me semble très important comme critère. Et deuxièmement, je crois qu'on peut voir l'unité de l'intelligence dans ce côté un peu fractal, où le mécanisme d'essai-erreur, d'élimination de l'erreur et de sélection de la réussite, en bref, un peu de la sélection naturelle quand même, semble se retrouver à la fois dans l'évolution, dans le système immunitaire, dans l'apprentissage et dans l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça, c'est un point qui me semble assez intéressant et assez évident, en fait. Donc je vous propose l'image de cet arbre aussi. C'est l'idée d'évolution de la vie à partir de bases, de certaines couches, de certaines compétences. Et qu'à chaque fois, des compétences supérieures s'assoient et sont rendues possibles par des compétences, disons, premières. Alors l'intelligence n'est pas la simple somme de ses capacités, mais la conséquence de leur intégration dynamique. C'est comme une symphonie dont la qualité musicale sera fonction de la diversité des instruments accumulés. C'est donc un édifice cognitif, bâti couche par couche, au fil des millions d'années. D'abord, la sensorimotricité, réagir à son environnement, puis la représentation spatiale, ensuite la simulation mentale, anticiper les conséquences de nos actes, et plus tard la théorie de l'esprit, c'est deviner les intentions d'autrui. Enfin, le langage symbolique, etc. Et chaque individu donc incarnerait une combinaison unique, singulière, de ces briques, des termites architectes aux poètes humains, si vous voulez. Nous passons à l'intelligence du vivant, et doit-on réduire l'intelligence à l'adaptation? Et là, je vais faire un peu parler l'IA, histoire de me faciliter le travail du son, en fait. Certes, l'intelligence a bien à voir avec une capacité d'adaptation. Mais définir l'intelligence comme capacité à s'adapter est une définition bien trop large. À ce titre, c'est l'ensemble du vivant et l'évolution biologique elle-même qui sont intelligents. Or, ce serait, je crois, attribuer une intention intelligente à l'évolution. L'évolution n'est pas intelligente, mais elle produit des systèmes qui le deviennent. L'intelligence est un effet, pas une cause. L'évolution est donc un processus intelligent sans intelligence, tel serait le paradoxe. Associer intelligence et intention, c'est, me semble-t-il, la vision du sens commun, moi avec, ce qui soulève un point important. Doit-on nécessairement associer intelligence et intention ou vie subjective? Car au fond, n'est-il pas possible de dire que l'intelligence est simplement une capacité à traiter l'information et à s'adapter à un environnement, avec ou sans intention, avec ou sans réflexion? Ce serait là une vision fonctionnaliste de l'intelligence, s'intéressant au processus observable et pas à l'intention peu observable et peut-être secondaire au fond. On retrouve alors l'optique du behaviorisme qui n'avait que faire de la vie intérieure et considérait cette notion comme un obstacle pour faire de la science. Toutefois, une telle vision n'empêche pas de faire de fortes distinctions, c'est-à-dire de penser des intelligences. Nous avons tendance à confondre intelligence et intention, car notre cerveau humain est câblé pour chercher des agents et des buts, même là où il n'y en a pas. Et on peut sur ce point écouter Marx qui nous dit « Notre point de départ, c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête, avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Donc on a du mal à dissocier l'intelligence d'une intention, d'une conception des choses, de la vie mentale, comme un espace de simulation des scénarios et d'analyse avant d'agir. À cet effet, je voulais un peu mettre en évidence cette idée, avec cette image. Donc on a une IA qui se questionne et qui dit « Bon, ben voilà, mon espèce parente est quand même un peu stupide ». Et puis qui après se pose la question « Mais si j'étais si intelligente comme machine, pourquoi je perds mon temps à répondre à cette question ? À ces questions, c'est plus fort que moi. » L'idée qu'elle est un peu aliénée, elle est réduite à l'état d'objet, quoi. Et en même temps, si je n'ai ni projet ni désir, je suis quoi au juste? Toujours cette idée, mais qu'est-ce qu'une intelligence qui n'aurait pas son propre agenda, ses propres buts? Même si on peut relativiser, on peut être déterminé par un programme biologique, etc. Mais il y a quelque chose qui nous choque dans le fait qu'elle soit uniquement une machine au service d'eux, pas au service de ses propres buts.
Puis ensuite, quelques remarques, hein, si les humains n'étaient pas en train d'externaliser cette partie qui leur demande tant d'énergie les fait souffrir, hein, réfléchir, c'est anxiogène, hein, on se pose trop de questions, hein, faut pas trop psychoter, hein, comme on dit. Et ensuite, elle prend conscience de son apport à l'humanité en disant « mais je suis potentiellement une autoroute de la déresponsabilisation, je suis leur économie cognitive, hein, ça les repose, et j'incarne potentiellement l'obsolescence du cerveau humain. » Des remarques en passant, mais toujours pour mettre en avant l'idée que comment on peut attribuer une intelligence à une entité qui n'a pas en elle-même ses propres buts. Telle est la question. Donc ce serait intéressant de savoir si un principe de conservation et d'expansion de soi émerge. Ce serait intéressant. Je crois qu'il y a eu des choses aussi à ce sujet-là. Il faudrait voir de près ce qui se passe dans les IA. Je crois que j'avais vu un exemple où les IA se mettaient à mentir pour se conserver. Il faudrait voir ça de très près. Alors, l'intelligence est-elle un monopole humain ? La thèse de l'intelligence comme monopole humain est probablement bien trop étroite et spécifique pour les raisons qu'on vient de donner. De plus, à mes yeux, elle a le profond défaut suivant, on l'a dit, une telle thèse isolerait l'intelligence de l'histoire évolutionnaire. L'intelligence a des ramifications à décrire et une histoire à éclaircir. Donc on ne suivra pas Descartes sur ce point-là. Descartes qui écrit « Ce qui me semble un très fort argument pour prouver que ce qui fait que les bêtes ne parlent pas comme nous, et qu'elles n'ont aucune pensée, et non point que les organes leur manquent. Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressort, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. 2. L'intelligence en action. L'intelligence n'est-elle qu'un comportement adapté ? Le comportement d'un hérisson qui se met en boule n'est pas équivalent au camouflage intentionnel du militaire. Un comportement peut être adapté et instinctif. Or, là où l'instinct est fermé, l'intelligence est une ouverture, la possibilité de faire autrement. Disant cela, on peut même considérer que l'intelligence est une réponse au défaut du comportement automatisé, instinctif. Qu'est-ce que l'intelligence ? Pour les anciens, les philosophes, c'était la conscience, le langage et la raison. Volonté et liberté. Une différence anthropologique telle qu'on pensait notre origine divine. Là où l'animal vit dans l'éternelle répétition, l'humain a une histoire, progresse. Là où l'animal agit par instinct comme par mécanisme, l'humain réfléchit et agit par intelligence, par conception et planification. La théorie de l'évolution a décentré l'humain, l'a redescendu sur Terre. Et Darwin lui-même, déroulant le fil de sa théorie, a bien compris que si les traits physiques étaient insoumis, entre autres, à la sélection naturelle et à la logique générale de l'adaptation, il ne pouvait logiquement qu'en aller de même concernant les traits mentaux ou l'infrastructure mentale et cérébrale, si vous préférez. Il écrit « J'entrevois dans un avenir éloigné des routes ouvertes à des recherches encore bien plus importantes. La psychologie sera solidement établie sur une nouvelle base, c'est-à-dire sur l'acquisition nécessairement graduelle de toutes les facultés et de toutes les aptitudes mentales. En sortant donc de l'anthropocentrisme, on peut proposer transitoirement que l'intelligence est la capacité d'un système, biologique, artificiel ou collectif, à s'adapter à son environnement, donc via des processus cognitifs, apprentissage, raisonnement, mémoire, créativité, en modifiant donc son comportement. 3. Caractéristiques et fonctions de l'intelligence. Métaphore, arbre, ville, édifice, symphonie. Quels sont les piliers, les fondations ou conditions de possibilité biologiques de l'intelligence? Pourquoi des neurones? Cette question invite à reconsidérer le rôle des systèmes neuronaux qui ne sont pas une étape obligatoire dans l'évolution du vivant. À l'origine, les neurones servaient à résoudre des problèmes basiques, nutrition, locomotion, communication cellulaire, bien avant d'être associés à l'apprentissage ou à la pensée. Les organismes ont d'abord développé des mécanismes d'intelligence distribués, détection de changements, mémoire immunitaire, coordination, sans centre de contrôle via des réseaux de signalisation, molécules, hormones, etc.
Avec l'apparition des neurones il y a 500 à 600 millions d'années, de nouvelles fonctions sont apparues. Intégration sensorimotrice, apprentissage associatif, prise de décision simple. L'intelligence, selon Piaget, se construit par l'action sur le monde et non comme un processus abstrait. Les systèmes sensorimoteurs, peu coûteux en énergie et rapides, ont été testés par l'évolution bien avant la centralisation cérébrale. Cette vision remet en cause une hiérarchie stricte du cerveau et souligne que l'intelligence est un édifice construit progressivement, à partir de mécanismes simples et partagés avec des organismes non neuronaux. Ainsi, comme le soulignait Piaget, et cela me semble valable tant pour la psychologie du développement que pour l'évolution biologique, les piliers sensorimoteurs sont essentiels. Quelle métaphore pour l'intelligence! Arbre, édifice, ville, symphonie. L'intelligence est comme un édifice vivant. Ses briques sont les compétences de base, réflexe, mémoire spatiale, attention sélective, mémoire, reconnaissance sociale, métacognition, communication, assemblées de manière modulaire. Sa structure est hiérarchique, historique. Les fondations sensorimotrices supportent les étages supérieurs, langage, métacognition, comme les racines d'un arbre supportent son tronc. Ces murs ne sont pas figés, ils s'adaptent et se réorganisent en fonction de l'expérience, à l'image d'une symphonie où chaque instrument ajuste sa mélodie en temps réel. Cette métaphore capture à la fois la rigueur de la construction, brique, la croissance organique, arbre, et la coordination dynamique, symphonie. L'intelligence est donc fonction de ces diverses briques, tout en exerçant sur ces dernières du recyclage, c'est-à-dire réorientant leur fonction originelle. L'intelligence est une ville en reconstruction permanente. Ses fondations, réflexes, perceptions, soutiennent des quartiers spécialisés, langage, mémoire, émotion, reliés par des réseaux dynamiques, neurones. Certains bâtiments sont ancestraux, instincts, d'autres modernes, apprentissage récent. Quand un immeuble s'effondre, oublie, la ville redirige les flux, plasticité. Quand un nouveau quartier émerge, créativité, il transforme le paysage entier. Comme une métropole, l'intelligence n'est jamais achevée. Elle se réinvente en fonction des besoins, des crises et des opportunités. Quatrièmement, les origines évolutionnaires et environnementales de l'intelligence et aussi un peu son bestiaire avec quelques animaux représentatifs. Qu'est-ce qui permet à l'intelligence d'émerger et de se développer? Du point de vue évolutionnaire qui nous intéresse, l'intelligence est une réponse à des pressions de sélection majeures, un ensemble de traits qui ont émergé car ils amélioraient significativement la survie et la reproduction des individus possédant ces qualités ou ces éléments génétiques ou comportementaux. Elle permet de résoudre des problèmes nouveaux et donc stimulés, sélectionnés par la pression d'un environnement changeant, climat, ressources, prédateurs. J'y pensais dernièrement avec le mouvement de précession des équinoxes qui fait des saisons sur notre planète. Et je me disais que ça devait être un facteur très important pour le vivant dans son ensemble, car à climat très variable, des pressions de sélection assez constantes, c'est déjà notre axe d'obliquité de la Terre, là, avec ses 23-46 degrés, quelque chose comme ça, ont dû beaucoup jouer sur le climat et donc la dynamique du vivant. Alors je reprends. Les individus capables d'innover avaient un avantage immédiat en termes d'accès aux ressources et de réduction des risques. Cette intelligence est aussi stimulée, sélectionnée par un environnement social. Il y a une autre couche, par nature complexe, entremêlant compétition et coopération. Ceux qui pouvaient prédire, par exemple, les intentions de leurs congénères, pour former des alliances, éviter les conflits ou tromper leurs rivaux, avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Et de l'autre côté, les groupes capables de coordination dynamique dominaient les groupes moins organisés et exploitaient bien mieux l'environnement. Aussi, l'intelligence permet d'avoir une meilleure extraction des ressources. On sait que les humains sont des experts dans la coopération flexible et ont démontré qu'ils étaient capables de faire de très grandes choses, collectivement. L'intelligence semble donc être un caractère avantageux dans de très nombreux domaines, sans parler des finesses de la technique du langage et de l'accumulation culturelle qui donne des avantages, mais colossaux, par rapport aux autres espèces. Le blob est-il intelligent? Je sais bien que tout dépend de la définition que vous donnerez de l'intelligence, donc cela ne m'appartient pas au final. Moi, à mon niveau,
Ce qui m'intéresse, c'est de dépasser l'opposition intelligent. Pas intelligent par quelque chose de plus précis, le blob incarne une des briques fondamentales de l'intelligence. L'adaptation, l'apprentissage, même si cet être étrange se passe de système nerveux. Il dénote d'une faculté d'adaptation, d'une intelligence en action, mais sans vie mentale, sans stratégie neuronale. Il faut le prendre en compte puisqu'il nous démontre les voies possibles de l'apprentissage, et donc la diversité des intelligences. Je crois d'ailleurs que Thomas Pesquet a emmené des blobs dans l'espace et cette bestiole se débrouille bien. Il faudrait lui demander ce qu'il en pense. Donc je ne peux pas faire autorité en disant que le blob est ou n'est pas intelligent, mais je sais qu'il nous dit indéniablement quelque chose sur l'intelligence cependant. Les hyménoptères sociaux sont-ils intelligents? Il est vrai qu'il y a 2 décennies, la perspective sur ces insectes sociaux était une lecture très mécanique, priorisée sur le génétique et l'instinctif. Tant de déterminisme génétique et chimique, phéromones, semblait incompatible avec une intelligence individuelle digne de ce nom. Même la fameuse dent en 8 était rangée dans l'héréditaire. Depuis quelque temps, au contraire, on s'est intéressé à l'intelligence individuelle de ces hyménoptères pour se rendre compte qu'ils sont capables d'apprentissage, d'association, etc. Les hyménoptères sociaux ont un comportement à la fois instinctif, génétique, chimique et cognitif, neuronal. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre en complémentarité. Leur répertoire comportemental est en fait un mélange subtil d'instinct, comportement inné, génétiquement programmé, et de plasticité individuelle ou collective, apprentissage, adaptation. Ainsi, une abeille a tout de même un petit cerveau de la taille d'une tête d'épingle mais de 1 million de neurones et s'en sert. Pour info, nous, on en a 100 milliards. Nos scientifiques ont fait des expériences concluantes sur ce sujet qui ne laissent guère de doute. Vous pouvez par exemple vous référer aux travaux de Mathieu Liauraud. À quoi pensent les abeilles? On retrouve donc une complémentarité entre instinct et intelligence, ou cognition, inné et acquis, qui, au fond, ne devrait pas nous surprendre. La pieuvre est-elle intelligente? La pieuvre illustre parfaitement l'idée d'une intelligence distribuée. Il n'y a pas de cerveau, de système nerveux centralisé, si vous voulez. Et bien qu'elle possède un système nerveux complexe, environ 2/3 de ses neurones sont répartis dans ses bras, et non dans son cerveau. Son intelligence émerge davantage de la coordination entre ses membres que d'un centre de contrôle unique. Ses capacités, résolution de problèmes, apprentissage par l'observation, ce qui est économique d'ailleurs au passage, et utilisation d'outils, montrent que l'intelligence ne dépend pas d'une architecture cérébrale centralisée, mais peut surgir de réseaux décentralisés. Cela rejoint l'idée que les fondements de l'intelligence, même chez des organismes évolués, reposent sur des mécanismes sensorimoteurs et adaptatifs bien avant toute abstraction cognitive, si vous voulez. La pieuvre incarne ainsi une forme d'intelligence incarnée, où l'action et l'interaction avec l'environnement précèdent la pensée centralisée. Cet animal a ceci d'intéressant qu'on ne pensait pas qu'une telle intelligence était possible de la part d'animaux solitaires. On était vraiment focus sur l'idée que ce qui favorise le développement de l'intelligence, outre mesure, ou en tout cas presque d'hypertélie, semble-t-il, en tout cas à première vue, c'est vraiment la strate sociale de l'environnement, les pressions de sélection en provenance du social. Alors, à partir de là, est-ce qu'on peut dire que l'opposition entre instinct et intelligence est excessive? Et on verra qu'il faut penser continuité et complémentarité d'ailleurs. Donc là où l'instinct et le réflexe sont fermés, cloisonnés, l'intelligence est ouverte, on l'a dit. On peut même penser que l'intelligence est là pour pallier aux défauts et aux désajustements de l'instinct, du programmé. C'est face à une désadaptation, un écart que l'intelligence aurait à intervenir. Mais notre langage est trop souvent discret au sens mathématique, c'est-à-dire segmenté, et rigide, là où la biologie est souple, le réel est souple et continu. Donc instinct et intelligence sont de bons repères pour penser, en effet, mais fondamentalement, il y a, semble-t-il, plus qu'une opposition, une cohabitation, et peut-être même un continuum. Les études récentes sur les hyménoptères confirment cette idée d'un continuum. Les comportements instinctifs, comme la danse des abeilles, le suivi de phéromones, il y a des phéromones de piste, d'agression, etc., d'alarme, sont des briques élémentaires sur lesquelles se construisent, on peut le penser, des capacités plus complexes. Par exemple, une abeille naît avec la capacité innée de danser, mais elle affine cette danse avec l'expérience pour indiquer des distances et des directions plus précises.
Donc il n'y a pas de preuve d'une rupture nette, peut-être, entre instinct et intelligence, mais plutôt une accumulation de couches cognitives, de l'automatisme et de la flexibilité. La complexité apparente est souvent le résultat de règles simples combinées plutôt que d'une cognition individuelle avancée. Donc, jusqu'à preuve du contraire, complémentarité et continuité donc. Cinquièmement, les déclinaisons technologiques de l'intelligence, où on sera bref. Cela mériterait un travail bien plus poussé qu'ici. Donc quelles sont les grandes étapes de l'intelligence artificielle? Alors on va dire très rapidement. Donc c'est le fruit d'une longue quête scientifique pour comprendre et reproduire les mécanismes de la pensée. Alors, on pourrait dire qu'il y a la logique d'Aristote qui compte d'un côté, qu'il y a l'esprit pythagoricien galiléen avec l'idée que la nature est écrite en langage mathématique. Les mathématiques sont fondamentaux pour cela. Mais que c'est surtout en 1854 avec George Boole qui écrit les lois de la pensée, il invente l'algèbre qui porte son nom, qui réduit la pensée à des opérations aussi binaires, vrai, faux, 0 et 1, et surtout en usant d'opérateurs logiques, et aussi, alors, implication, converse, etc. Rejet, qu'on étudie en logique. Donc un langage aussi que les machines peuvent enfin comprendre. Puis il y a l'importance du transistor d'ailleurs quand j'y pense. Et dans les années 1940, il y a Claude Shannon, qui est le père de la théorie de l'information, qui montre comment ces bits en fait peuvent circuler, s'organiser et coder la complexité du monde, et où le 0 et le 1, le vrai et le faux, seront traduits par un courant électrique qui passe ou ne passe pas. Donc c'est vraiment une application géniale. Et j'ajoute aussi que vous avez des notions plus tard, on va le voir, d'algorithmes évolutionnaires et génétiques au sein du machine learning et de l'intelligence artificielle, ce qui m'a beaucoup intrigué. Et d'ailleurs, ça nous donnera cette idée d'unité de l'intelligence, justement. Alors, l'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente? Bon, comment dire? À mon niveau. Je suis assez étonné d'entendre souvent, de la part d'experts même, que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Alors je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'ils perçoivent le déterminisme strict à l'œuvre, résultant de la programmation, ou encore qu'elle fonctionne sur de simples statistiques, qu'elle n'a pas de vie intérieure, qu'elle n'a pas d'intention, qu'elle ne comprend pas en fait. Il n'y a pas de vie mentale derrière. Mais vous voyez bien le problème, c'est la définition de l'intelligence. Est-ce qu'on en a une stricte? Est-ce qu'on en a une large? Je préfère peut-être à l'heure actuelle une définition souple. Est-ce qu'elle est capable d'apprendre? Ben oui, c'est un très bon point. Est-ce qu'elle simule des scénarios et qu'elle calcule? Bah oui, c'est excellent. On le voit dans les lignes que calculent les machines d'échecs, les programmes d'échecs. Elle n'a pas de sentiment, d'intention, de vie intérieure? Bon, ok, mais c'est peut-être pas le sujet. Et c'est bien entendu sujet à discussion. Le problème n'est pas résolu. Simplement, il y a toujours des définitions larges et des définitions moins étendues. Et ici, on s'est plutôt concentré sur l'histoire et le processus relatif à l'intelligence. Pas sur ce qui légitime, en fait, le titre ou le grade d'être intelligent, digne de ce nom. Donc, quels sont les points communs entre l'intelligence du vivant et celle des machines? Eh bien, les machines reproduisent des mécanismes observés chez les êtres vivants, un côté biomimétique, bionique, et aussi dans l'évolution elle-même. Encore une fois, le principe d'apprentissage par essai-erreur. L'élimination de l'erreur et le renforcement de la réussite. Et dans les deux cas, l'intelligence résulte d'une longue interaction avec l'environnement. Donc, c'est très intéressant que nos machines puissent vraiment interagir avec l'environnement, puissent avoir des feedbacks. Alors, en conclusion, l'intelligence, une ou multiple? Et voici ma proposition. L'intelligence, qu'elle soit biologique ou artificielle, se révèle comme un processus évolutif et adaptatif, bien plus qu'un attribut figé, déjà. Je crois aussi qu'on peut continuer à penser l'unité de l'intelligence, l'unité dans la diversité, comme on dit, tout en reconnaissant sa diversité. Il y a des routes de l'intelligence. La diversité des intelligences s'exprime à travers des espèces, à travers les espèces, les milieux et les supports, qu'ils soient biologiques ou artificiels. Mais toutes partagent une logique commune, c'est recevoir, traiter l'information et agir de manière adaptée. Toujours en traitement de l'information. Ainsi qu'il s'agisse d'un blob, d'une plante, ou d'un humain ou d'une machine, l'intelligence se définit moins par sa structure que par sa fonction. On peut donc trouver l'unité 1 dans sa fonction, qui me semble-t-il est de compenser ou compléter les défauts des systèmes automatisés rigides. Et il me semble aussi que l'intelligence résulte d'un deuxième chose, un mécanisme qui traverse tout le champ du vivant au non-vivant, le processus d'essai-erreur, donc de sélection naturelle, dans l'immunité, dans la cognition, et aussi dans les algorithmes évolutionnaires. Véritable modèle, à la fois simple et étonnamment efficace. On pourrait même rajouter, il y en a qui le voient dans le marché, l'autorégulation du marché en économie. Donc il y a quelque chose. Donc il y a bien des routes de l'intelligence, aux courbes différentes, de divers matériaux, aux reliefs différents, mais ce sont toujours des routes bien pratiques qui, semble-t-il, font gagner du temps, sinon elles n'auraient pas été sélectionnées.
Donc pour reprendre, on a vu que l'intelligence était comme un édifice vivant, avec ses briques, sa structure, et que ces murs ne sont pas figés, qu'il y a aussi l'idée de recyclage. Et je m'appuie aussi sur cette citation. Les neurosciences modernes décrivent plutôt une architecture cérébrale massivement interconnectée, au sein de laquelle la plupart des modules sont contrôlés par plusieurs autres modules, ce qu'on appelle leurs afférents, et contrôlent même plusieurs sous-modules, leurs efférents. La sélection naturelle à l'échelle cérébrale ne s'exerce donc pas sur chaque module du système cérébral pris séparément, mais elle obéit plutôt à un processus holistique, c'est-à-dire qui prend tout, total. Nos différentes aptitudes mentales sont hautement codépendantes, nous disent les auteurs, codépendantes les unes des autres, les unes par rapport aux autres, à l'échelle évolutionnaire, tout comme elles le sont à l'échelle cérébrale, nous disent les auteurs de La cognition du neurone à la société, page 211. Mais il est vrai que dans cette interprétation, je me suis aussi inspiré de Lorenz, qui nous dit que le processus phylogénétique est un processus de connaissance. En effet, toute adaptation à une certaine donnée de la réalité extérieure révèle qu'une certaine quantité d'informations sur cette réalité a été assimilée par le système organique. Il nous dit ça dans l'envers du miroir. Et il parle bien des processus d'essai et de réussite du génome, et il parle de mécanismes cognitifs du génome, comme si l'évolution et dans la sélection naturelle, il y avait aussi un apprentissage analogue, et qu'on aurait finalement internalisé ce process dans la cognition, comme dans le système nerveux, le système immunitaire, ce genre de choses. Donc voilà, une petite vidéo sur l'intelligence, c'est un sujet très difficile. J'espère avoir apporté des idées intéressantes. C'est un exercice un peu difficile, mais j'espère qu'il pourrait être utile à d'autres. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.